16h30. Il est l'heure de la conférence sur les grands enjeux du marché après-vente de 3 roues à moteur, vieillissement du parc, hausse du prix des pièces, influence du contrôle technique. On va parler de tout ça. Moi, je suis David Dumain, je suis rédacteur en chef de l'Officiel du cycle, donc, qui établit chaque mois les chiffres du marché de 3 roues à moteur, quad et véhicules sans permis. Et avec nous, pour cette conférence, pour cette table ronde, nous avons Odette Dantas du JIPA France. Je vais vous présenter, Odette. Bonjour, donc David. Je vais juste présenter plutôt le JIPA, qui nous sommes. Donc, nous sommes une société d'études internationale. Et notre particularité, c'est qu'on est très spécialisé sur ce qu'on appelle la prévente, de la prévente de manière générale, donc auto, 2 roues motorisées, mais également camions. On essaiera tout au long de cette table ronde d'apporter quelques éléments sur ce que nous dit le conducteur de 2 roues et ce que pensent aussi les réparateurs de ce marché-là. Alors, dans l'intitulé, on va parler de contrôle technique, on va parler de pièces de réemploi, pièces détachées, pièces de réemploi. Avec nous, nous avons Antoine Aguettan, directeur général de Fert Recyclage. Antoine, en quoi consiste votre activité ? Bonjour. Notre activité consiste dans la valorisation de plus de 22 000 véhicules qu'on traite par an sur 11 centres de valorisation. Notre métier consiste à déconstruire le maximum de pièces pour les remettre sur le marché. Ce sont des pièces qui sont certifiées, contrôlées et garanties 24 mois. Ça fait partie désormais de l'économie circulaire, légale d'ailleurs. Oui, exactement. Donc nous, on est inscrit comme entreprise à mission dans l'économie circulaire et donc on œuvre dans ce sens. Essentiellement sur le 2 roues à moteur ? Non, absolument pas. On fait auto, moto, poids lourd, matériel agricole. Voilà, très bien. Alors, on passe aux 2 roues à moteur avec la spécialisation justement de la mutuelle des motards, comme son nom l'indique. C'est une assurance et donc nous avons avec nous Laurent Santucci. Je vous laisse vous présenter et présenter votre fonction, Laurent. Oui, alors je m'appelle Laurent Santucci, je suis responsable des réseaux de prestataires qui interviennent dans le cadre de la réparation, alors qu'ils soient matériels, bien entendu, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, mais aussi du corporel. Donc voilà. On a, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc on est une mutuelle d'assurance, on est monoproduit, on n'assure que des 2 roues motorisés. Donc pour nous, c'est important de pouvoir maîtriser tous les aspects en fait, de l'assurance, notamment des 2 roues, puisqu'on est monoproduit, donc on se doit d'être équilibré. Voilà. Et au bout de la table, de ces tables rondes, nous avons Georges Petley. Georges Petley, vous travaillez pour Capelec, vous êtes business developer. Vous nous expliquez en quoi consiste Capelec ? Capelec, on est présent dans le contrôle technique, non seulement en France, en Europe et dans le monde. On fabrique tout ce qui est équipement, à la fois testeur de frein, suspension, analyse de gaz également l'éclairage, l'électronique embarquée, que ce soit pour du 2 roues, du 3 roues, du 4 roues, du VL, du PL. Donc c'est vaste, le marché est vaste pour vous, à la fois international et à la fois sur le produit. Voilà, et il faut voir que dans le monde, on a différents types de véhicules. On va avoir plus de tuk-tuk en Inde qu'on en a à Paris, bien entendu. Soumis au contrôle technique, évidemment. Il y a des choses qui sont en train de se démarrer, mais en Inde, on fait de la mesure de pollution depuis 20 ans sur les véhicules, y compris moto et tuk-tuk. Merci Georges. Madame Dantas, on va commencer avec quelques chiffres parce que nous sommes au salon Équipe Auto et on parle de 2 et 3 roues à moteur. Mais ce n'est pas un hasard. Absolument, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu incongru, mais paradoxalement non, ça fait sens parce qu'il faut savoir qu'on a un client qui est un client commun. Puisqu'il faut savoir que 70% aujourd'hui des conducteurs d'un 2 roues motorisé sont aussi possesseurs aujourd'hui d'un véhicule particulier. Et donc, ça amène qu'aujourd'hui, on est face à des individus qui, pour la consommation de leur trajet, sont de plus en plus plurimodaux. Donc, tous ceux qui vont être intervenants à un moment donné sur la notion de la réparation doivent avoir évidemment un scope qui est beaucoup plus large que un simple secteur. Et là, tous les intervenants, à part la mutuelle des motards qui est vraiment spécialisée, on voit qu'on est sur une
mobilité globale, en fait. On va apporter des solutions pour une mobilité, qu'elle soit 2 roues, poids lourd ou encore 2 roues motorisées. Donc, ça fait sens. Donc 70%, c'est une grosse proportion. Antoine, est-ce que c'est représentatif de votre part de marché, de la part de marché de Fair Recyclage? Alors, je sais pas de votre chiffre d'affaires, est-ce que c'est représentatif, c'est 70%? Oui, c'est tout à fait représentatif. D'accord. Et du côté de la Mutuelle des motards, est-ce que vous avez des chiffres de vos assurés, de vos affiliés qui roulent également, qui conduisent également des voitures? Oui, et de notre côté aussi, ils sont tout à fait multimodaux. Puisque nous, parmi nos clients, effectivement, alors c'est une proportion qui est un petit peu moindre parce qu'on a dans notre portefeuille, comme on est ultra spécialisé, on a plus de passionnés, entre guillemets. Donc on a encore des gens qui roulent qu'en 2 roues et toute l'année. Mais effectivement, on voit qu'ils sont de plus en plus multimodaux. Donc c'est aussi l'auto, mais parfois les trottinettes, les vélos. Alors quand je dis qu'on est assureur 2 roues uniquement, c'est surtout le spectre, qu'il soit motorisé électriquement ou thermiquement. Donc ça veut dire qu'on a été obligé, parce qu'on a beaucoup de motards qui font du vélo aussi. Et donc, on assure les 2 roues. Et Monsieur Petley, le contrôle technique imposé aux motos et plus largement à la catégorie L à partir d'avril 2024, est-ce que ça a modifié votre stratégie? Non, absolument pas. Par contre, on peut dire que ça a mis du temps à arriver à ce statut-là, mais que je pense que ce n'est pas du tout inefficace. Quand on voit les taux de rejet que l'on peut constater sur les voiturettes, les voitures sans permis, on a quand même près de 40% des véhicules testés qui repartent avec une non-conformité. Une contre-visite. C'est ce que nous disait ce matin, ici même, lors d'une autre conférence, Rémi Courant, directeur du développement de DECRA, qui nous disait effectivement que c'était plus du double, enfin 1,5 fois les voitures. Et donc, est-ce que vous développez des équipements spécifiques? Alors, on a des équipements spécifiques. Typiquement, là, on en présente un parce que l'actualité est sur cette réglementation qui va venir en application pour mars de l'année prochaine. On a ce qu'on appelle un céléromètre, c'est-à-dire un équipement qui permet de vérifier que les L1, les cyclos qui sont limités à 45 km/h, le sont réellement. Et alors, le contrôle technique s'impose aussi parce que le parc vieillit. Et je crois qu'Odette, vous avez quelques éléments sur le vieillissement du parc, justement, qui nous amènent à cette conférence vieillissement du parc. C'est un des thèmes. Et voilà, et ça fait sens pour ce qu'on appelle l'après-vente de manière générale. Oui, là, on constate que parallèlement au secteur de l'auto, on a un vieillissement qui est assez important aujourd'hui du parc de roues. Si on émet aujourd'hui le parc de moins de 125, en fait, aujourd'hui, on est sur des parcs qui ont en moyenne plus de 10 ans d'âge, avec 40%, par exemple, aujourd'hui, des plus de 600 qui ont aujourd'hui plus de 10 ans d'âge. Donc, on est vraiment sur des parcs matures. Et ce qui est intéressant de voir, c'est surtout l'accélération du vieillissement. Tous ces parcs-là, en l'espace d'une petite dizaine d'années, c'est de 2 à 3 ans de vieillissement du parc. Donc, effectivement, dès qu'on va dire vieillissement du parc, on va dire que ce sont des acteurs qui vont avoir besoin d'entretenir leurs véhicules et qui vont devoir finalement, dès qu'on voit qu'on est sur des véhicules plus vieux, effectivement faire un peu une économie, un calcul vis-à-vis de ce qu'ils vont mettre en termes de réparation ou d'entretien de leurs 2 roues motorisées. Vous saupoudrez tout ça, je ne sais pas si on va parler des inflations prix-pièces, qu'on a passé quand même des conjonctures économiques un peu difficiles. Donc tout ça, ça amène des arbitrages. Et nous, dans nos statistiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, qu'ils opèrent 2 stratégies. Une, c'est soit je vais le faire par moi-même, et c'est vrai que le do-it-yourself reste quand même assez important dans le secteur du 2 roues. Par exemple, sur les plus de 50, c'est aujourd'hui 40% du marché qui passe par du do-it-yourself. Donc on peut se dire que ces gens-là, par rapport à la stat que je vous ai dit en introduction, où il est aussi conducteur, pour tous ces sites internet dont on a pu voir qui sont aussi aujourd'hui présents sur le salon, c'est des opportunités aussi d'avoir aujourd'hui une offre dédiée aux 2 roues motorisées. Et puis, quand ils ont recours à des ateliers pour l'entretien, c'est de trouver des solutions qui vont être économiques. Et là, on va voir que certaines pièces peuvent l'être, et effectivement durables. Donc, commencer à saupoudrer un peu d'éco-responsabilité aussi dans la manière de consommer son entretien.
Antoine, je vous demandais de prendre le micro. Antoine, ce vieillissement du parc constaté, est-ce que ça apporte, est-ce que ça conforte votre business? Est-ce que c'est quelque chose qui, stratégiquement, vous rassure? Alors, déjà, il va falloir repartir un peu en arrière. Nous, notre métier, c'est de déconstruire des véhicules. Et 80% des véhicules que l'on rentre sont issus des contrats que nous avons avec les compagnies d'assurance. Voilà, c'est ça. Vous connaissez bien avec Laurent. Un petit peu. Et donc, on subit l'approvisionnement, ce qui veut dire qu'on ne choisit pas ce qu'on rentre comme type de véhicule. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'âge moyen des véhicules que l'on rentre ont généralement 12 ans, 13 ans de moyenne d'âge. La petite subtilité, c'est que le moyen de mobilité, le 2 roues et le 3 roues, sont généralement des moyens de mobilité passion. Et donc, par définition, le client, la personne qui détient ce véhicule va être très attentif à la qualité de la pièce qu'on va être capable de proposer. D'accord. Et donc, quand vous déconstruisez les véhicules, vous répartissez les pièces et derrière, vous les certifiez, vous les tracez? Nous, aujourd'hui, sur un 2 roues moto, on va être capable d'extraire entre 35 et 50 pièces en moyenne, ce qui est beaucoup plus que sur l'auto. Pour vous donner un titre de comparaison, on va extraire entre 15 et 20 pièces sur l'auto. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de valeur ajoutée qu'on peut tirer sur un 2 roues. Et le fait que Odette en parlait, le do-it-yourself, ça profite aussi à cette activité de recherche de pièces, recherche notamment de pièces de réemploi. Vous êtes beaucoup moins cher que de la pièce d'origine? Alors, je ne sais pas si on est beaucoup moins cher que la pièce d'origine. En tout cas, on est entre moins 50 et moins 70% que le prix constaté en pièce neuve. C'est ce que je voulais savoir, la fourchette de prix. Laurent, vous, à la Mutuelle des Motards, vous avez des accords avec des sociétés qui font de la pièce de réemploi. Vous fournissez des stocks de véhicules accidentés? Oui, tout à fait. Alors, je vais revenir aussi un petit peu en arrière par rapport à l'âge. Je confirme, même si on a un âge qui est un peu inférieur à ce que vous constatez tous les L'âge deux. des motos, ouais. On est à 8 ans et demi, nous, en moyenne, sur notre parc. Mais par contre, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était quoi déjà? Je ne sais plus. Oui, de toute façon, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le parc vieillit. Il prend grosso modo 0,2, 0,3 ans par an. Donc, ouais, il est en train de progresser quand même, on va dire de façon continue, mais il ne se stabilise pas. Ça fait que monter depuis quelques années. Et à la Mutuelle des Motards, vous aviez, toujours pour rester sur le do-it-yourself, vous avez développé une police spéciale Ma Perso, je crois. C'était ça? Alors, Ma Perso, c'est principalement dédié aux passionnés qui personnalisent leur véhicule. Et donc, ça permet de les assurer en valeur agréée par rapport à ce qu'ils ont modifié sur le véhicule. Voilà, donc à la vraie valeur. Donc, c'est vrai que là, ça a tendance aussi à faire qu'on a des véhicules qui sont rares, on va dire, et chers. Et alors, justement, je vais revenir à Monsieur Petelet avec la pièce détachée. Vous, sur les outils de contrôle technique que vous fournissez, vous avez aussi, vous essayez de détecter ce qui amène à des contre-visites. Et est-ce que vous êtes conscient de favoriser quelque part aussi ce marché de la pièce détachée avec les contrôles techniques? Si vous voulez, si on fait un peu le parallèle à ce qui s'est passé sur le VL, par exemple, on voit qu'on a des chiffres alors qu'on est des véhicules de passion, comme vous pouvez l'exposer, alors qu'on ne fait pas le même volume de points de contrôle sur les motos que ce qu'on peut faire sur les VL, on en fait sensiblement la moitié. On s'aperçoit qu'on a quand même à peu près 10% de véhicules avec un défaut, d'accord, par rapport aux 20% qu'on peut avoir sur le VL, alors qu'on n'en fait que la moitié. Donc, si on extrapolait un petit peu, on se dit qu'on se rapproche quelque part du taux de défaut qu'on peut avoir sur le VL. Là, après, si on zoome un petit peu, on regarde que sur la pollution, qui est souvent un indicateur de vieillissement des véhicules, on s'aperçoit que là, on a des taux d'échec qui sont 3 à 4% pour les motos ou pour les véhicules légers, alors qu'on est à 1% pour les VL. Donc on voit bien que là aussi, il y a un aspect vieillissement
il y a un aspect impact qui peut être détecté et que si on le détecte suffisamment rapidement, on peut savoir peut-être le traiter ou le réparer de façon plus, on va dire, douce pour le propriétaire. Plus on attend, plus non seulement il faut remplacer des injecteurs, mais il faut nettoyer un moteur. Et là, on alourdit l'addition. Mais vous ne pensez pas que, justement, on va parler de la hausse des prix des pièces. Vous ne pensez pas que le pouvoir d'achat fait en sorte aussi, la baisse de pouvoir d'achat fait en sorte que les propriétaires retardent aussi le passage du contrôle technique? Il y a sûrement de ça. Les arbitres. Ça doit faire partie de l'équation. Mais le problème, c'est que mesurer, c'est savoir. Si vous ne mesurez pas et si vous ne contrôlez pas, vous n'êtes pas au courant de rien. OK ? Donc, typiquement sur les voiturettes où on se retrouve avec un 40%, les gens, est-ce qu'ils avaient des réflexes de maintenance? Je ne suis pas sûr. Par contre, si maintenant ils passent au contrôle technique et qu'on les alerte, on leur montre et on leur fait constater, ça leur ouvre les yeux, c'est aussi pédagogique et ça permet d'améliorer à la fois la conscience et à la fois la maintenance. Alors, j'ai une question. Après, je vais revenir à vous, Odette, parce que j'ai un chiffre à vous demander. Antoine, est-ce que l'arrivée du contrôle technique a eu un effet sur votre activité? On pensait que oui, et absolument pas pour l'instant. Absolument pas, d'accord. On a de la chance parce qu'on a un marché qui évolue chaque année avec une croissance à 2 chiffres. Mais pour vous donner une idée, aujourd'hui, le taux d'utilisation de la PRE en France, je crois, est de l'ordre de 6%, si je ne me trompe pas. 6 ou 6,5%, quelque chose comme ça. Et aux États-Unis et en Europe du Nord, c'est 25%. Autant vous dire que la maturité du marché n'est pas encore présente en France. Monsieur Pételet. Moi, je peux faire un parallèle. Peut-être que ça apportera de l'eau au moulin. On a fait l'introduction de la mesure de particules en Belgique et en Hollande. Typiquement, lorsqu'on faisait la mesure des véhicules diesel, on le faisait avec un opacimètre et on avait un taux de déchet de 0,9%. OK. Mesure de particules, on est passé à 9 à 10%. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que le mois qu'on a d'habitude pour venir faire vérifier son véhicule après réparation pour la contre-visite, eh ben, il s'est trouvé confronté à un manque de pièces, un manque de filtres à particules, et le mois est devenu 3 mois, est devenu 1 an, parce que justement, on n'arrivait pas à fournir et à réparer les véhicules que l'on retoquait au contrôle technique. Donc des fois, vraiment, ça peut être criant. Non, je pense que effectivement tout ce qui est contrôle technique est un booster de toute façon d'activité pour la rechange en général. On l'a eu sur le phénomène de l'automobile et on va voir qu'aussi, parce que c'est comme vous le disiez, beaucoup de personnes ne sont pas réellement, on pense quand on est motard qu'on sait, qu'on entretient bien, etc. Et parfois, voilà, il y a des mises en avant qui vont être faites par le passage au contrôle technique. Et je pense que c'est bien parce qu'en plus, ça va nous permettre, en tant qu'usager de 2 roues, bah voilà, de se dire que c'est aussi, OK, je suis avec un 2 roues qui est quand même sécuritaire au regard, parce que je le conserve beaucoup plus longtemps, mon 2 roues, et c'est quand même une sérénisation. Et du côté des réparateurs, bien sûr, ça va être un boost d'activité. Alors vous êtes sur la pièce aujourd'hui, évidemment, de réemploi, mais je pense que dans les ateliers aujourd'hui, évidemment, qu'il va y avoir un boost, un petit appel d'air du business lié au contrôle technique, de toutes les manières. J'ai une petite question pour Laurent sur le contrôle technique, justement. Est-ce que ça a eu une influence? Est-ce que vous avez perçu quelque chose, vous, à votre niveau, à la mutuelle des motards? Très franchement, non. Parce que... Alors, je ne pense pas qu'on ait un profil de sociétaire particulier, de motard particulier, mais en fait, nous, aujourd'hui, la cause technique dans l'accident, elle n'intervient que dans 0,9% des accidents. C'est vos statistiques de la mutuelle. Oui, dans nos statistiques. On a fait une étude sur 19 000 sinistres. Donc c'est quand même un petit peu. Et quand on regarde ce qu'il y a derrière ces 0,9%, la plupart des cas, c'est des pneus, c'est des problématiques de pneus qui sont liées aux pneus. C'est le plus gros taux de contre-visite de toute façon. Ouais, voilà. Mais globalement, nous, c'est vrai qu'on a fait une étude il n'y a pas longtemps. On a un laboratoire d'études qui s'appelle Deroulab. Donc c'est un panel, on a 6000 panélistes qui contribuent aux études. On en a fait une sur la pièce de réemploi il n'y a pas très longtemps pour la mettre à jour parce que la dernière était de 2020. Et on se rend compte que chaque année, ils sont de plus en plus nombreux
à recourir. à recourir à la pièce de réemploi. Ils sont 56% des panélistes à avoir dit moi je suis capable de changer au moins une pièce sur ma moto. Il y en a 34% d'entre eux qui font quasiment toute la mécanique. Donc oui, je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs. Les gens, les motards, ils sont aussi consommateurs pour tout. Ils font réparer leur machine à laver, ils font réparer leur téléviseur, ils font réparer leur ordinateur. Maintenant, ils sont capables de faire réparer avec de la pièce de réemploi des motos. Et alors justement, on n'a pas de constructeurs parmi nous, on en a sollicité, mais ils étaient occupés. Donc je pense que la hausse du prix des pièces d'origine favorise aussi les business, les autres business, notamment la pièce de réemploi. Et Odette, je crois que vous avez des éléments sur la part des conducteurs qui arbitrent notamment sur le poste de l'entretien de leur véhicule. Là, nous, lors de notre dernière étude, ils étaient quand même à 24% à nous avoir dit effectivement, moi j'ai arbitré, je rogne et j'attends pour effectivement entretenir mon deux roues. Et c'est vrai que quand on les interrogeait sur comment ils vont faire pour optimiser leur budget, le choix de la pièce intervient aujourd'hui et d'aller sur des pièces qui sont soit ce qu'on avait vu ensemble de la pièce non d'origine ou équipementière, d'aller vers de la marque de distribution ou de la pièce d'occasion. Et effectivement, voilà, c'est pas du tout des freins aujourd'hui pour eux, alors que on sait que dans le secteur du deux roues motorisé, ils sont comme très attachés à la qualité de la pièce, etc. Et aujourd'hui, je pense que les contraintes, effectivement, d'un parc vieillissant, de contexte économique contraint et de la cherté de la pièce, effectivement, à un moment donné, si j'ai besoin de ma mobilité de roue, il va falloir que je trouve des solutions pour l'entretenir. Et alors, ça, c'est la France, avec les spécificités de la législation française. On parle de contrôle technique. Est-ce que dans les autres pays, M. Petelet, c'est la même tendance, c'est les mêmes pratiques que vous constatez ? Il faut déjà savoir que la France était à la remorque de l'Europe par rapport à ça. Du contrôle technique de deux roues, on en avait quasiment dans tous les pays, sauf la France. Et Portugal aussi. Ouais. Oui, mais si on fait la liste, on était quand même en retard par rapport à ça. Oui, on a du contrôle technique dans les autres pays. Oui, on a également, au-delà de ce qu'on a pu parler, on a des contrôles de bruit. Et dans la directive européenne, où on est en train de réviser la directive européenne concernant les poids lourds, les véhicules légers et les motos, il y a un renforcement qui est là, présent spécialement pour les deux roues. Pour le bruit, ça c'est un axe majeur sur lequel la Commission européenne appuie. Et sur l'aspect plus sécurité, c'est pour ça qu'on devrait avoir une deuxième phase de contrôle technique introduisant la mesure des freins. Alors, j'ai une question à poser à Laurent Santucci au sujet de l'indemnisation des experts. On parle du prix de la pièce. Alors, le prix de la pièce fait que parfois, la valeur du véhicule franchit le cap du véhicule hors d'usage. Est-ce que vous avez, dans ce cadre-là, quand vous mandatez des experts, est-ce que il y a un changement de pratique pour que les véhicules passent quand même en réparation, ou est-ce que vous trouvez que tout est à peu près normal et continue comme avant ? Alors, la réponse est oui, parce que, je l'ai déjà dit, on a beaucoup de passionnés. Et par principe, le passionné, lui, ce qu'il veut surtout, c'est qu'on lui répare sa moto. Il n'a pas envie de perdre sa moto. Et ça ne l'arrange pas forcément, du coup, qu'on la déclasse. Donc oui, nous, les instructions, déjà, je vais faire un petit focus sur les experts. Donc on a un réseau d'experts avec qui on collabore. Tous nos experts sont labellisés. Donc on a créé un label qui s'appelle Expert Moto Mutuelle des Motards. Ils doivent, pour l'obtenir, il faut qu'ils passent un cursus de formation. Et à la fin, on leur donne le label et c'est l'expert labellisé du cabinet qui fait les expertises moto. Donc c'est encadré, c'est ça que vous voulez préciser. C'est encadré, et notamment dans le cursus de formation. Donc le parcours est assez long, hein, il y a 7 modules. Ils ont l'obligation de tenir compte de l'avis du propriétaire. C'est-à-dire que si le propriétaire veut réparer sa moto, même si le montant des réparations est supérieur à la valeur, on essaie de trouver des solutions de réparabilité. Alors, il y a la pièce de réemploi,
Alors ça, je vais le dire à la place d'Antoine, parce que sinon on va dire que c'est normal, il est jugé parti. Mais la pièce de remploi, aujourd'hui, elle est proposée par des centres VHU qui sont agréés. Et ces centres VHU, ils ont tous les outils pour pouvoir contrôler les pièces. Ils ont le savoir-faire parce qu'ils sont formés pour le faire aussi. Et donc du coup, aujourd'hui, la pièce de remploi, c'est de la pièce de remploi de qualité. C'est pas de la pièce qu'on va trouver sur le bon coin, qui sort de je sais pas où, et sur laquelle on n'a aucune traçabilité. Là, on a la garantie de la qualité de la pièce et surtout la traçabilité. Donc ça, c'est hyper important. Donc on a cette première solution. La deuxième, on a travaillé avec SRA pendant plusieurs années pour mettre en place... Avec SRA, qui est un Ouais, label tout à fait. de... Ouais. Alors nous, on a travaillé sur le label recycleur vertueux, oui, mais en plus, on a travaillé sur une norme française qui est la norme, je crois, NF 29-002, si je ne me trompe pas, et qui nous permet aujourd'hui d'opposer aux constructeurs la réparabilité des cadres. De toute façon, les constructeurs, depuis le 1er octobre 2024, normalement, ont l'obligation de proposer de la pièce de remploi. Antoine, je ne me trompe pas. Oh, non, tu ne te trompes pas, et c'est bien une obligation. Mais pas vraiment su par tous. Ça a mis du temps dans l'automobile à être, je dirais pas systématique, mais répandu. Une dizaine d'années minimum, et peut-être ça mettra autant. Nous, ce qu'on constate dans le groupe dans lequel je travaille, c'est que 60% des clients que nous avons sur l'auto sont des professionnels, alors que sur la moto, 80% des clients que nous avons sont des particuliers. Donc le marché 20% professionnel est absolument pas mature. Parce qu'aujourd'hui, il y a une difficulté, c'est la référence constructeur. Il n'y a pas de véhiculier moto mis à disposition pour les marketplaces et pour les producteurs de PRE que nous sommes. Chacun fait son véhiculier. Donc pour trouver une pièce de réemploi moto aujourd'hui, c'est une vraie difficulté, une vraie contrainte. Vous réfléchissez à une base commune de référence avec, avec les assureurs. Je crois que vous avez la réponse. Alors oui, c'est un sujet de préoccupation pour nous. La base commune de pièces. On y réfléchit. Oui, mais c'est l'avenir. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que en fait, pour pouvoir réparer des deux roues, on sait tous qu'en moto, dans 70% des cas, c'est des chocs avant. Donc tout le monde cherche de la pièce avant de moto. Donc ça veut dire que si on veut en réparer le plus possible, il faut forcément qu'à l'entrée, on en ait le plus possible. Voilà. Et j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure quand tu m'as demandé si effectivement la pièce pouvait faire passer la moto économiquement réparable. Oui, parce qu'il faut savoir que dans le poids de la facture, la pièce représente entre 82 et 83%. Effectivement. Donc, ce qui est complètement différent en automobile, hein, puisque voilà, je pense que vous pourriez le dire mieux que moi. À peu près sur l'auto, c'est plus du 50-50 entre pièces et main d'œuvre. Alors, il y a le portefeuille, on en parle, hein, la hausse du prix des pièces. Il y a aussi la pièce de réemploi s'inscrit dans une économie circulaire. Le modèle éco-vertueux, tout ce qui relève de l'économie circulaire. Odette, vous avez des chiffres sur l'impact de l'économie, de la volonté de s'inscrire dans une économie éco-responsable. De la part du conducteur ou du réparateur? Du réparateur. Alors oui, et on est en train de faire notre étude là auprès de 500 professionnels, que ce soit des concessions, des garages, voire quelques accessoiristes. Et là, effectivement, quand on leur demande est-ce qu'ils sont intéressés par des labels entreprises éco-responsables, bon, c'est ce que je vous disais, hein, la route est longue. Donc aujourd'hui, on est encore en phase effectivement de conscientisation sur ce sujet-là, de connaître un certain nombre de réglementations. Donc là, on est à peine à un peu plus de 10% qui nous répondent être intéressés sur ce sujet-là. D'accord. Est-ce que c'est différent dans d'autres pays, Georges, cette éco-responsabilité? Vous m'avez parlé de l'Inde tout à l'heure, vous avez parlé des pratiques en Inde. On est à quel niveau? Est-ce que dans vos équipements, parce que vous produisez de la mesure de pollution, on va dire, d'outillage pour mesurer les rejets, est-ce que la France, comment se situe la France là-dedans? Alors, par rapport à l'Inde, que je connais bien, si vous voulez, la pièce de réemploi, il y aurait tout un débat à faire. Alors là, non, je ne sais pas comment répondre à votre question par rapport aux pièces. Si vous voulez, nous, on est là pour alerter, on est là pour prévenir, on est là pour
faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur un véhicule qui est votre véhicule propre ou un véhicule que vous allez revendre. D'accord ? On est là pour avoir le passage des témoins d'information et on voit que de plus en plus, on essaye de mettre de la viande autour de l'os. Typiquement, là, on vient d'introduire dans le contrôle technique le fait que si vous avez un véhicule qui fait l'objet d'un rappel, vous en êtes conscient maintenant parce que vous passez au contrôle technique. On a bien souvent le problème par rapport à ces rappels de perdre le réel propriétaire entre le véhicule d'origine qui était connu du constructeur et l'utilisateur final, le propriétaire final du véhicule. Entre-temps, les adresses se sont perdues, ce qui fait que vous n'êtes pas au courant que votre véhicule, il a tel et tel et tel problème. Et au moins, le contrôle technique est là pour vous dire hop, 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 vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a ça et ça qui ne va pas. Donc, c'est apporter de l'information, apporter de l'explication, parce que quand vous vous reprenez en face en disant votre règle phare, votre phare, il a un -5 ou un -2 en termes d'éclairage, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne vous parle pas. Par contre, quand on est en train de vous expliquer, là, vous savez, vous êtes en train de vous éclairer les chaussettes, vous éclairez absolument pas la route comme il faut et votre distance de freinage n'est pas compatible avec la distance éclairée. Quand vous êtes en train de dire que le jour où vous allez découvrir un objet, vous n'aurez pas la distance de freinage pour éviter cet objet, ça commence à parler un petit peu plus aux gens. Et les équipements que vous avez, vous en fournissez beaucoup pour les mesures écologiques ? Alors la mesure écologique, ça vient cette fois-ci vu de l'atelier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a flagué un véhicule en disant là il y a un souci au niveau des émissions, il faut réussir à traiter ce véhicule. C'est une entrée atelier et là il va falloir comprendre pourquoi ce véhicule a un défaut, pourquoi il n'est pas bon au niveau émission et il faut remonter la chaîne. Typiquement, je prenais l'exemple des filtres à particules tout à l'heure. Le filtre à particules, quand vous avez un problème dessus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en amont, vous brûlez mal votre carburant, vous générez de la suie qui va vous remplir votre turbo, qui va vous remplir votre filtre à particules, qui va vous remplir votre vanne EGR, qui va vous colmater l'admission. Si vous ne changez que le filtre à particules, vous avez tout faux. Votre moteur, il est quand même calaminé et le nouveau filtre à particules que vous mettez, vous allez le reboucher en 2 ans. Antoine, votre activité de la pièce de réemploi s'inscrit dans l'économie circulaire. Vous avez aussi des agréments et des labellisations à passer pour être agréé centre VHU ? Oui, les 11 centres que l'on détient sont des centres ICPE, installation classée pour l'environnement, avec des numéros d'agrément. Donc 100% des centres sont contrôlés, audités 2 fois par an. Et effectivement, Laurent en parlait tout à l'heure, il y a un label qui nous tient à cœur depuis 2 ans au travers de SRA pour venir apporter justement de la transparence et de la confiance et des garanties auprès du consommateur final. Il faut bien comprendre que les CAS, comme on les appelait avant, ont un peu évolué. Oui, on vous invite tous à venir nous rencontrer. Aujourd'hui, centre VHU. Non, je parlais aussi côté réparateur, en fait, parce que nous, dans nos stats, le consommateur, il est plutôt ouvert, parce que c'est une solution économique, mais c'est surtout aujourd'hui de rendre ces filières pour les réparateurs aussi efficaces que d'aller trouver une pièce neuve sans problème. Et je crois qu'effectivement, si on travaille ensemble sur la pénurie, parce que c'est un marché par essence de pénurie, et effectivement sur les qualités, parce que c'est eux, les réparateurs, maintenant qu'il faut aller convaincre, qui peuvent avoir cette pièce-là de manière sans avoir à la retravailler derrière, parce que souvent, c'est des temps qui ne sont pas rémunérés, et d'être en fait qualitatif après pour leurs clients, et qui gagnent aussi un peu d'argent aussi effectivement au passage en utilisant plutôt de la pièce de réemploi plutôt que de la pièce neuve. Donc c'est tout à mettre en place. Oui, alors il y a 2 freins principaux. Le premier, vous l'avez dit, c'est le véhiculier et les compatibilités des pièces. Voilà. Les constructeurs c'est un peu opaque. Oui, compliqué pour avoir. Leur intérêt, c'est de jouer un peu la montre. Alors, si je peux lancer un pavé dans la mare, le principal frein des réparateurs, quand tu leur parles de la pièce de réemploi, ils sont toujours OK. Ils comprennent que ça a du sens. Oui, mais... ils sont prêts à l'utiliser pour les véhicules qu'ils réparent et qui sont
dont les réparations ne sont pas payées par un assureur, quand c'est le client qui paie. Mhm. Mais quand c'est l'assureur qui paie, souvent, c'est que de la pièce neuve. Et je ne les blâme pas pour autant, parce que le système de rémunération qu'ils ont fait qu'ils ont des niveaux de primes qui est conditionné souvent, si tu veux, s'ils ne font pas 100% de l'objectif sur la pièce détachée, ça peut leur empêcher d'avoir d'autres primes à côté. Et ça, si tu veux, c'est un gros frein pour eux. Donc nous, on doit travailler aussi pour trouver des solutions pour que cette marge ou cette remise qu'ils n'ont pas sur la pièce neuve qu'ils vendent, qu'ils puissent la récupérer autrement. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. C'est à vous de le faire. Oui, Non. bien sûr. Ouais. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Et oui, pour que les véhicules soient gardés réparables. Tout à fait. Antoine, j'ai une question sur les véhicules. On parlait de véhicules neufs, véhicules d'occasion. Est-ce que vous pratiquez, parce que vous avez un nombre de pièces incroyable, vous avez de quoi refabriquer des motos complètes. Est-ce que vous le faites? Donc nous, déjà, on traite 3000 motos par an. On a un stock d'environ 70-75 000 pièces en permanence. On reconditionne des motos, effectivement. On a un atelier de reconditionnement. Parce qu'il y a un moment où on se rend compte qu'il y a une vraie valeur ajoutée à apporter et que quand une moto est accidentée, elle n'est pas en fin de vie définitive et qu'en fonction du processus dans lequel elle est, on peut la réparer. Et donc, on a toutes les compétences et l'expertise et les pièces disponibles. Donc, on la remet en circuit avec un passage d'expert, évidemment. Avec un passage d'expert. Georges. Oui, si on prend l'exemple de ce qui se fait aussi dans le VL, avec la Renew Factory de Renault, typiquement à la sortie de ce genre de réusine, on met un centre de contrôle technique pour avoir là un rapport qui dit, ben voilà, j'ai un véhicule, il est comme neuf, entre guillemets, il a été remis en état, et sur ces points-là, on peut avoir confiance. Oui, donc, et après, l'expert valide et vous pouvez le rassurer sans problème. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, quand le client le souhaite et qu'il veut absolument garder son véhicule, parfois le montant des réparations, effectivement, il est au-dessus de la valeur. Donc en fait, on essaie de trouver des solutions pour faire en sorte que les réparations soient inférieures à la valeur. Des fois, on n'y arrive pas. Par contre, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on lui dit, écoutez, les réparations sont au-dessus de la valeur. Des fois, il nous dit, mais moi, je suis prêt à rajouter 300 €, 400 € pour la réparer. Pour garder sa moto. Voilà. Et nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que le suivi d'expert, on le prend en charge. C'est-à-dire que l'expert, il va voir le véhicule avant travaux pour définir la méthodologie de réparation contradictoirement avec le réparateur. Une fois que ça c'est fait, les travaux débutent. Il y a souvent des contrôles à faire parce que si on veut que le véhicule il reparte droit sur la route, c'est important, notamment tout ce qui touche à la chassimétrie du véhicule, ça on le contrôle. Donc l'expert il se déplace une deuxième fois, il va vérifier et valider les mesures qui ont été faites. Et une fois que le véhicule est terminé, la plupart du temps, puisque nous, je vous ai dit tout à l'heure, ils sont labellisés, ils ont quasi tous à 90%, ils ont le permis moto. Donc en plus, ils font un essai de la machine une fois qu'elle est terminée pour vérifier qu'elle va droit. Si donc, je peux une forme de pression pour la pose de pièces détachées, de pièces et par les assurances, par vous et par les clients aussi. Oui, tout à fait. Et puis nous, ça ne nous pose aucun problème du coup de les réassurer derrière. Et vous avez des chiffres aussi sur Odette sur cette pression Alors nous, dans la dernière étude qu'on a menée, donc toujours auprès des professionnels, pour l'instant, ils disent qu'ils sont encore libres. Ils ne sentent pas non plus un pressing aujourd'hui des assureurs. Ils sont moins de 20% à nous dire que oui, aujourd'hui, ils sentent qu'il y a vraiment une volonté des assureurs. Ils ne le ressentent pas encore de manière importante. C'est normal, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas mettre de pressing à partir du moment où on n'a pas la volumétrie suffisante pour pouvoir réparer dans de bonnes conditions les motos. Il faut beaucoup de volume, c'est pour ça qu'une base mutualisée, ça a du sens. Ouais, cette base mutualisée, vous travaillez dessus. Est-ce que vous avez un horizon à venir? Joker. C'est un long sujet. On travaille tous dessus et on espère qu'on trouvera une solution. Ouais. Comment vous voyez, j'imagine, ce marché de la pièce détachée? Est-ce que les tarifs vont encore augmenter ou est-ce qu'on est arrivé à un plafond? C'est une question ouverte à vous tous.
en tout cas, moi, producteur de pièces, il n'est pas question de continuer à augmenter nos prix. Au contraire, il y a même le fait qu'il y ait de plus en plus de pièces sur le marché qui fait que la baisse des prix est en train de se présenter. Et l'objectif, il est justement d'avoir un vrai avantage concurrentiel vis-à-vis de la pièce neuve. Parce que évidemment, il y a toute une démarche vertueuse dans laquelle on est, mais il y a d'abord une raison économique. Et dans le contexte dans lequel on est, on doit avoir cette logique. Oui, et pas seulement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons Bien de sûr. pouvoir d'achat. C'est complémentaire, c'est notre ADN, mais soyons clairs, moins 50 à moins 70% moins cher qu'une pièce neuve, Ça fait je beaucoup. pense que ça fait réfléchir. Ouais, ça fait réfléchir. Comment vous voyez Est-ce que ça va encore augmenter? Est-ce que Laurent? À mon avis, ça va continuer à augmenter sur les pièces neuves, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on le voit bien, on a certaines pièces, alors là, j'ai plus le modèle en tête, mais sur un phare, j'ai fait une étude il n'y a pas longtemps sur un phare d'une moto, je ne sais plus quel était le modèle, je ne me rappelle plus. Mais il avait pris c'est le même, hein, il y a 10 ans et aujourd'hui, il a pris 150%. Mais est-ce que l'obligation pour les réparateurs l'obligation de proposer de la pièce de réemploi, puisque un jour ou l'autre, ils vont y venir, Ah, mais pour nous, c'est est-ce que ça ne va pas baisser Ah, si, justement si, les mais tarifs? pour nous, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la réparabilité des deux roues en général, parce qu'on pense que c'est une solution pour Parce que, juguler l'inflation des coûts. le delta, il est important, 70%, et je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné. Georges, vous voyez Et puis, l'avenir en comment? plus, quand on pense que, on a dit tout à l'heure, c'est 80% du poids de la facture, c'est de la pièce. Donc c'est de la pièce, important. oui. Et 50%, vous disiez, dans l'automobile à peu près? Ah, c'est intéressant. Même un peu plus la main-d'œuvre. Laurent, Oui, moi je pense qu'il y a... Alors, vous étiez en train de dire à pièce équivalente. Je pense qu'on a aussi à voir qu'on n'est plus à pièce équivalente ou à fonction équivalente. Si on prend l'exemple des véhicules autres, on a de plus en plus d'électronique, on a de plus en plus des phares qui sont des phares Matrix et autres. Là, on a des envolées de prix faramineuses et on va avoir un gros problème de réparabilité avec des calculateurs qu'on ne va pas retrouver en pièces neuves et que là, pour le coup, en pièces de réparation, de réemploi, ça aura toute sa pertinence. Je crois qu'il est important de préciser qu'une pièce de réemploi est une pièce d'origine constructeur. exact. Pardon, je le précise, mais c'est Déjà important. utilisé, mais à l'origine, c'est le constructeur C'est qui une l'a- pièce d'origine constructeur. Ouais, ouais. Donc, Vous n'êtes de pas qualité. tenté de faire de l'imprimante 3D, non? non, on n'y est pas allé sur ce sujet encore. Non, c'est le prochain sujet. Ça fera l'objet d'un prochain débat. Dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette table ronde. La hausse du prix des pièces sera jugulée à terme. Je pense que ça va se stabiliser, on le disait, avec la possibilité l'impératif de proposer de la pièce de réemploi. Est-ce que le contrôle technique, quand tous les véhicules seront passés, parce que là aujourd'hui tous ne sont pas passés, est-ce que ça ne va pas continuer à faire augmenter ces tarifs? Les tarifs du contrôle technique Non, en non, des lui-même, pièces. là, honnêtement, je ne sais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que lorsque vous introduisez du contrôle technique, que ce soit sur une nouvelle catégorie de véhicules, que ce soit sur un nouveau pays, vous avez un effet d'amélioration du parc. Vous avez De la qualité, vous voulez de dire? la qualité intrinsèque du parc et vous voyez qu'au bout de quelques années, vous arrivez sur une courbe asymptotique du nombre de défauts ou de la gravité des défauts. Donc on a à chaque fois un assainissement du parc qui fait que vous traitez le principal et vous avez forcément toujours quelque chose qui est là de récurrent. Mais dans une première phase, vous avez un appel d'air, on remet à jour le parc et après, forcément, il vieillit ou il a des pannes récurrentes. Alors, on a peut-être un petit indice. Le parc automobile, les pièces automobiles continuent à augmenter ou ça s'est stabilisé? Les prix des pièces. Nous, on ne constate pas d'augmentation des prix. En tout cas, on aimerait bien, si jamais, mais actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Merci à vous. Odette, un petit mot? Merci Odette du JPA France, Odette Dantas. Merci Antoine Aguetan Merci. de Faire Recyclage. Merci Laurent Santucci, Assurance Mutuelle des Motards. Merci Georges Pételet de Capelec, fabricant de solutions pour le contrôle technique. Merci à tous. Merci. d'avoir suivi cette conférence et bonne fin de journée.